Étrangement, pour une nation dont plusieurs grands programmes navals avaient échoué à cause des exigences minimales de portée pour le Pacifique, ce qui envoyait des conceptions conventionnelles dans une spirale de taille et de coûts croissants. À la fin de la Première Guerre mondiale, à part une poignée de coques expérimentales, la marine américaine ne possédait aucun sous-marin dépassant ou même approchant les 1000 tonnes de déplacement, alors que le Royaume-Uni et l'Allemagne avaient tous deux construit plusieurs classes de tels navires. La construction immédiate d'après-guerre avait commencé autour de la classe S de 8900 tonnes, mais comme la série principale de cette classe était encore en construction et en cours de mise en service. Au passage des années 1910 aux années 1920, les sous-marins de première ligne les plus récents et les plus performants de la marine américaine étaient la classe R d'environ 575 tonnes, généralement dotée d'un équipage d'environ 30 membres d'équipage, officiers compris. Comme le Japon était désormais vu comme la principale menace pour les États-Unis, la 14e division de sous-marins, ou Subdiv 14, composée de 10 sous-marins de classe R, un peu plus d'un tiers de toute la production avait été affectée à la base navale en expansion de Pearl Harbor, à Hawaï. Bien que la base soit en pleine expansion, elle était loin d'atteindre ce qu'elle serait en 1941, sans parler de ce qu'elle deviendrait à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au début des années 1920, hormis les sous-marins eux-mêmes, seuls des bâtiments portuaires ou de petits navires comme des patrouilleurs étaient stationnés en permanence. Et de temps à autre, un navire qui n'était pas prêt d'aller où que ce soit, comme le croiseur USS Chicago datant des années 1880, qui avait été transformé en quartier général flottant de la 14e division de sous-marins par la simple méthode de l'amarrer à l'extrémité d'une jetée voisine. Aux commandes de la 14e division de sous-marins du Chicago et de l'ensemble de l'élément sous-marin de la base navale se trouvait un seul commandant, Chester Nimitz. Et en plus de porter 3 casquettes, il devait faire face à une légère pénurie de personnel au printemps 1921. Confronté à un manque particulier d'officiers qualifiés ayant de l'expérience en ingénierie, Nimitz avait demandé au lieutenant Clark, l'ancien commandant de l'USS R-14, de rejoindre temporairement son état-major pour superviser les réparations et la maintenance de toute la division sous-marine, ce qui laissait le R-14 sous la responsabilité de son commandant en second, le lieutenant Douglas, avec seulement un autre lieutenant à bord. Le lundi de mai 1921, l'événement le plus excitant était qu'un des marins du R-14 arrivait à la fin de sa période d'engagement et était officiellement libéré avant de parcourir la courte distance jusqu'au Chicago pour commencer à remplir les papiers de sa réengagement. Il serait de retour à bord en tant que membre d'équipage avant l'heure du déjeuner. Cependant, des problèmes se profilaient ailleurs. À la fin du mois de mars, un grand remorqueur de 1000 tonnes, l'USS Conestoga, un navire civil construit à la fin du 19e et au début du 20e siècle, avait été réquisitionné par la marine américaine. Quelques années plus tôt, il avait quitté San Diego en remorquant une énorme barge de charbon destinée à ravitailler les Samoa américaines qui était sa destination finale. Cependant, il était prévu qu'elle fasse escale à Pearl Harbor à la toute fin du mois d'avril. Mais maintenant, il s'est écoulé un peu plus de 24 heures après l'heure limite à laquelle elle était censée être arrivée, et il n'y a aucun signe d'elle, et toutes les tentatives pour la joindre par radio ont échoué. De retour à la base principale, on cherche à déterminer quels navires peuvent appareiller et comment les déployer au mieux dans un plan de recherche. Juste avant l'heure du déjeuner, Nimitz est informé du rôle que son commandement va jouer et il ordonne rapidement à 4 de ses sous-marins, les R-11, 14, 18 et 19, de se préparer à passer un peu moins de 2 semaines en mer. Le reste de la division est en révision ou réparation et non disponible immédiatement. Nimitz lui-même prendra la mer à bord d'un petit patrouilleur et la division reçoit pour mission de balayer la zone correspondant à la route d'approche la plus probable du remorqueur vers Hawaï. Soudain, tout s'accélère. D'une journée paisible, on passe à une course pour transférer nourriture, eau douce et autres provisions aux sous-marins. Le R-14 est censé être ravitaillé à environ 70% lorsque l'appel arrive. On dit « censé » parce que techniquement, il faudrait vérifier chacun des 7 réservoirs de carburant pour s'assurer que le niveau réel correspond à ce qui est inscrit dans le carnet de bord, mais ce processus long est cette fois-ci ignoré pour gagner du temps. Le sous-marin consomme près de 900 gallons de carburant par jour pour une capacité d'un peu plus de 10 000 gallons, ce qui montre qu'il n'a pas assez de carburant à bord. Le quai de ravitaillement est informé que le sous-marin prendra un peu plus de 3 000 gallons en quittant le port, afin d'atteindre sa capacité maximale.
Au moment où le carburant est correctement stocké, avec une procédure qui commence par l'identification des réservoirs de carburant considérés comme vides ou partiellement pleins dans le carnet de bord, ceux-ci sont soigneusement purgés pour s'assurer qu'ils ne contiennent que du carburant ou de l'air et non de l'eau, puis ces réservoirs sont remplis afin qu'ils ne contiennent que du carburant. Il est environ 17 heures et le R-14 remporte la course dans la division des sous-marins en étant le premier sous-marin de l'unité à prendre la mer, pour participer aux recherches, avec le R-18, puis le patrouilleur de Nimitz, et enfin le R-11 et le R-19 qui suivent au cours de l'heure suivante. Ce qu'ils ne savent pas en partant, c'est que tout l'exercice ne trouvera jamais rien. Sans que personne le sache à l'époque, ni même avant la dernière décennie, le Conestoga et son équipage avaient déjà disparu depuis environ un mois. Ils auraient rencontré du mauvais temps au large de San Francisco un jour après avoir quitté San Diego. La barge s'est détachée du remorqueur et ce faisant, elle a éventré la coque du remorqueur qui a coulé avec tout son équipage pendant la tempête sans pouvoir envoyer de signal de détresse. Mais, ne le sachant pas, le R-14 passe les 9 jours suivants à patrouiller au sud-est des îles hawaïennes. Mais les seules choses intéressantes sont un paquebot de passage qui ne semble pas les repérer ni répondre à leurs signaux, et le fait que leur moteur tourne parfois de façon un peu irrégulière. Chaque fois qu'un moteur est arrêté pour en chercher la cause, on découvre une contamination par l'eau. Les filtres sont contrôlés et les réservoirs sondés, mais cela ne résout pas le problème. Déconcerté mais pas vraiment gêné, le sous-marin poursuit son travail. Le 6, une partie de la nourriture est trouvée avariée et elle est donc jetée par-dessus bord, puis dans la nuit du 10 au 11, du carburant est transféré des réservoirs de réserve, les réservoirs 1 et 7, vers les réservoirs principaux pour que ces derniers restent pleins. Le 11 au matin, c'est le dernier jour de recherche avant qu'ils ne doivent commencer à rentrer chez eux. Il fait chaud, sans brise, et ils n'ont vu aucun signe du remorqueur disparu, mais espèrent qu'un autre navire de recherche a peut-être eu plus de chance. Mais ensuite, juste avant 18 heures, les moteurs commencent à tousser. Un rapport signale qu'il y a de nouveau de l'eau dans le carburant. La purge a été lancée, et en moins de 10 minutes, ils sont de nouveau en route. Mais seulement 20 minutes plus tard, le moteur tribord s'arrête, incapable d'aspirer suffisamment de carburant pour continuer à fonctionner. Pendant que l'équipe de la salle des machines travaille là-dessus, pensant qu'il s'agit encore d'une contamination par l'eau, le R-14 continue avec un seul moteur, ce qu'ils ont d'ailleurs déjà fait plusieurs fois au cours de la recherche pour laisser refroidir les moteurs et économiser du carburant. Mais à 7h22, le moteur bâbord s'arrête aussi, apparemment par manque de carburant. Les minutes passent, mais aucun des moteurs ne redémarre. Après un peu plus d'une heure, le problème devient bien plus clair et inquiétant. Le sous-marin, d'une manière ou d'une autre, est complètement à court de carburant. Les deux officiers les plus gradés, les lieutenants Douglas et Gallimore, essaient de comprendre comment cela a bien pu arriver. Après que le personnel de la salle des machines a vérifié chaque réservoir du sous-marin, ils font une découverte dévastatrice. Les deux réservoirs de réserve, les numéros 1 et 7, étaient, d'après le journal de bord lors des préparatifs du départ, supposés pleins de carburant. Et donc, ils n'avaient pas été purgés. En réalité, ils étaient remplis d'eau de compensation à la place. Non seulement cela a réduit de 2700 gallons la quantité de carburant attendue à bord, mais la nuit précédente, en transférant ce qu'ils pensaient être du carburant dans les réservoirs principaux, ils avaient fortement contaminé le carburant qui restait, puisqu'ils avaient tout simplement pompé énergiquement une grande quantité d'eau dedans. Maintenant, l'huile et l'eau se séparent naturellement avec le temps, mais la séparation dans un réservoir en mouvement constant sur un sous-marin n'est pas aussi nette que celle de l'huile et de l'eau dans un verre. Cela signifiait qu'une grande quantité de carburant dans les réservoirs principaux était irrémédiablement contaminée, expliquant les problèmes rencontrés dans la journée. Cependant, les batteries étaient restées totalement chargées. Mais d'un autre côté, ils calculent très rapidement que le port le plus proche, Hilo, se trouve à environ 140 miles et la batterie n'est pas conçue pour une telle distance. De plus, de nombreux appareils du sous-marin, comme les lumières, sont alimentés par les batteries, réduisant ainsi leur capacité. Après quelques calculs rapides, les deux officiers déterminent que même s'ils éteignent tous les systèmes à bord du sous-marin, sauf le moteur électrique, ils le font tourner à peine à la vitesse de marche. Ils n'atteindront qu'environ 40% du trajet vers Hilo avant de tomber en panne de courant.
Après avoir mis le principal gradé du bord au courant de la situation, il décide de vérifier chaque réservoir dans chaque partie du système de carburant pour voir s'il reste du carburant quelque part. En attendant, ils fonctionneront sur batterie en se dirigeant vers la Terre, et si la recherche de carburant ne donne rien, ils devront appeler à l'aide par radio. Il s'avère qu'il y a une petite fuite d'eau salée dans l'un des réservoirs de carburant, mais elle n'est pas assez importante pour expliquer les problèmes qu'ils rencontrent actuellement, bien qu'elle soit juste assez grande pour expliquer les problèmes occasionnels de contamination par l'eau qu'ils ont eus pendant la majeure partie du voyage. Le problème le plus important, c'est qu'après avoir fouillé chaque réservoir en détail, ils arrivent à la conclusion que même s'ils retirent chaque goutte d'eau même vaguement trouble de tous les réservoirs du sous-marin, même en laissant reposer le mélange quelques jours, ils n'auraient assez de carburant que pour prolonger brièvement le fonctionnement des moteurs principaux, ce qui ne résoudrait rien. Ils décident qu'il est temps d'utiliser un peu d'électricité pour envoyer un message radio demandant de l'aide. Mais maintenant, il s'avère qu'il y a un problème avec la radio. Quelque chose, quelque part, met la radio à la masse, et donc ils ne savent pas si les messages qu'ils envoient arrivent réellement à terre. Ils ne reçoivent certainement aucune réponse. Les 6 membres les plus gradés de l'équipage du navire se réunissent pour discuter de leurs options. Même si leurs signaux sont reçus, la nourriture avariée qu'ils ont jetée plus tôt, combinée au fait qu'ils sont à la toute fin de leur recherche, fait qu'en ce moment, ils ont très peu de nourriture et d'eau douce à bord. Même si un remorqueur était en train d'être préparé en ce moment, il pourrait bien manquer de provisions de base avant que le remorqueur ne les trouve ou avant qu'ils n'atteignent la terre, même s'ils étaient pris en remorque. L'un des 6, on ne sait pas exactement qui, suggère en plaisantant de rentrer littéralement à la voile. Mais après quelques minutes, les 2 lieutenants, tous 2 diplômés d'Annapolis et ayant été fortement entraînés aux techniques de navigation à la voile pendant leur séjour là-bas, commencent à prendre l'idée au sérieux. Et après quelques discussions, tout le monde se met à chercher tous les matériaux possibles qui pourraient servir à fabriquer des voiles et du gréement. Divers outils sont rassemblés, à la fois improvisés et réutilisés. Les kits de réparation de hamacs s'avèrent en fait très utiles à cet égard. Ensuite, il faut chercher les matériaux. Certaines des cordes et ficelles plus légères sont apportées, ainsi qu'une vaste récupération de hamacs et de draps et d'autres matériaux similaires. L'équipage est vite mis au travail, assemblant une voile avec une douzaine de hamacs. La toile étant considérée comme le meilleur matériau, ils travaillent uniquement à la lumière des lanternes pour économiser l'énergie. Les taux, qui sont généralement embarqués pour protéger le sous-marin du soleil lorsqu'il est en surface, auraient été absolument parfaits pour ce rôle, mais dans la précipitation du départ, ils ont été oubliés. Les vergues sont fabriquées à partir des cadres de couchettes qui sont démontés puis réassemblés en configuration droite. Et réalisant qu'une seule voile les laissera sur une trajectoire instable, le mât de rechargement des torpilles est hissé pour former le mât d'une voile d'avant, la première voile fabriquée à partir d'une douzaine de hamacs devant, comme nous l'avons mentionné, servir à cet usage. Le mât radio, qui est l'élément déployable le plus haut du navire, même plus haut que les périscopes à côté desquels il se trouve, est choisi pour hisser la grand voile. Au matin du 12, le foc est terminé et hissé, et à midi, une brise se lève et un cap est fixé à la vitesse impressionnante d'un nœud. Quelqu'un plaisante en disant que des membres d'équipage en forme pourraient nager jusqu'à la poupe et pousser. L'un des chefs suggère qu'il pourrait y avoir un moyen de maintenir le niveau des batteries à condition de n'utiliser que l'éclairage et la cuisine, et même ceci avec parcimonie. Puisqu'ils sont maintenant en route, s'ils débrayent les diesels hors service des 2 hélices, les hélices tourneront alors librement sous l'effet du courant. Cela transformera alors les moteurs électriques en dynamo et rechargera lentement les batteries. Solution rapidement appliquée. Pour économiser plus d'énergie, le moteur électrique de direction est arrêté et le sous-marin doit être dirigé manuellement. Mais, comme pour une voiture dont la direction assistée est en panne, cela demande beaucoup d'efforts, et donc une rotation rapide des hommes les plus forts du sous-marin est organisée pour aider à maintenir le cap. Avec une voile d'avant qui leur permet au moins d'aller dans la bonne direction, même lentement, les couvertures sont maintenant cousues ensemble pour former la grand voile. Certaines couchettes font office de vergue supérieure, les tringles à rideaux des officiers deviennent la vergue inférieure. Le soir venu, la grand voile est hissée et la vitesse atteint 1,5 nœud. Épuisé, l'équipage se repose principalement pendant la nuit.
Mais au matin du 13, alors que le point le plus à l'est de la plus grande île d'Hawaï apparaît à l'horizon, les marins décident d'utiliser la flèche de la grue de chargement des torpilles pour créer un mât d'artimon. En assemblant les dernières couvertures et cadres de lit, cette troisième voile est montée en insérant la flèche dans une douille initialement prévue pour une petite grue d'entretien des moteurs à l'arrière du sous-marin. En milieu d'après-midi, le sous-marin est désormais officiellement un navire, puisqu'il possède 3 mâts et la vitesse a augmenté pour atteindre environ 2 nœuds. Le reste du 13 se passe sans incident, mais le 14 est plus mouvementé, le sous-marin louvoyant contre un courant agaçant d'un nœud. Cela ralentit leur progression de moitié et les oblige à réajuster toutes les voiles quand le vent change d'est en ouest. Le matin du 15, ils déterminent qu'ils ne sont plus qu'à 25 miles de Hilo, mais qu'ils traversent une zone avec beaucoup de vent et de courants contraires. Il est donc décidé de risquer une mise en marche de 4 minutes du moteur électrique tribord pour les forcer à atteindre des eaux plus dégagées. Peu de temps après quelques réparations de fortune sur la radio, ils parviennent à émettre un signal et bientôt le R-12 est approvisionné avec des rations doubles et du carburant, puis envoyé pour retrouver et ravitailler le R-14. Aux alentours de 6h00, le 15 Hilo se trouve maintenant juste sur bâbord. Ainsi, voiles, vergues et équipements doivent être descendus en soute. Et les batteries, qui grâce aux hélices entraînées par l'eau sont encore presque entièrement chargées, sont sollicitées pour le dernier tronçon vers Hilo sous propulsion. À 3 ou 4 nœuds, les dernières heures servent à entrer au port et à s'amarrer le long d'un quai commercial. L'équipage se rend vite au lieu le plus proche, offrant repas chauds et bière fraîche, puis passe le reste du 15 à se remettre de leur épreuve. Le lendemain matin, le R-12 arrive, et bientôt de nouvelles provisions et du carburant sont transférés à bord. Juste après 11 heures du matin, le R-14 quitte Hilo, désormais propulsé de manière bien plus conventionnelle, et vers 7 heures du matin, le 17, le sous-marin est de retour à Pearl Harbor, se dirigeant vers la base sous-marine avec pas mal d'explications à fournir. À ce moment, Nimitz aurait pu traduire en cour martiale les 2 lieutenants, car le R-14 avait été mis en danger par leur omission de vérifier manuellement tous les réservoirs de carburant avant le départ, ce qui faisait partie de la procédure. Mais compte tenu de la précipitation dans laquelle il avait fallu faire partir les sous-marins pour la mission de recherche, ainsi que de leur performance pour ramener le R-14 à bon port en toute sécurité, Nimitz a plutôt choisi de transférer le commandant du R-13 pour prendre le commandement du R-14, ce qui lui a également permis de garder le lieutenant Clark dans son propre état-major. Selon lui, ne pas nommer Douglas commandant permanent du sous-marin était déjà une réprimande suffisante. Mais cela a été adouci par une lettre de félicitations qu'il a écrite, dans laquelle il félicitait Douglas d'avoir ramené le sous-marin, grâce à la méthode inhabituelle de propulsion à la voile. Le lieutenant Gallimore allait ensuite commander le R-15 avant d'être transféré dans la réserve navale au milieu des années 1920. Rappelé pendant la Seconde Guerre mondiale, il a retrouvé Nimitz vers la fin du conflit. Devenu amiral de la flotte, Nimitz se souvenait encore de Gallimore et le saluait par son nom. Le lieutenant Douglas a ensuite commandé le R-2, le S-44 et le S-38 restant en service actif dans la marine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il était capitaine de vaisseau et responsable d'un navire de soutien aux sous-marins. Mais il fut ensuite affecté à un autre poste et passa la majeure partie de la guerre à commander les convois de troupes extrêmement précieux mais aussi extrêmement vulnérables qui allaient et venaient d'Afrique du Nord. Le R-14 lui-même resta à Hawaï pendant le reste des années 1920 en tant que sous-marin actif, avant d'être transféré à l'école des sous-marins dans le Connecticut dans les années 1930, lorsque la classe S la remplaça. Au début de la Seconde Guerre mondiale, elle fut transférée à Key West, en Floride, où elle mena des missions d'entraînement et des patrouilles anti-sous-marines. Elle fut finalement désarmée en mai 1945 et démolie l'année suivante. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Si vous avez un commentaire ou une suggestion de navire à présenter, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Commentez la publication épinglée pour vos questions du dry dock.